Bonjour à tous et merci mesdames et messieurs d'être avec nous pour cette autre édition de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets qui ont fait l'actualité et la une de la semaine. Alors, à chose promise, chose due, nous reparlons ce dimanche de ce mémorandum du Fundi qui continue d'alimenter les débats et donc l'actualité. C'est d'autant plus que cette fin de semaine, un contre-mémorandum a été publié par certains journaux. Le texte dont la signature est attribuée à un homme politique bien connu de la place est une sorte de réponse au brûlot du centre. L'auteur de ce contre-mémorandum, comme beaucoup d'autres observateurs, y voit un appel manifeste à la haine tribale. Mais si tel est le cas, que peut-on dire de cette autre revendication qui viennent à travers le territoire national? On reparle des mémorandums dans cette édition de Droit de réponse. Autre sujet qui a retenu l'attention de la presse cette semaine, c'est encore une revendication. Cette fois, elle vient des partis anglophones du pays. Les anglophones des régions du sud-ouest et du nord-ouest ont en effet entamé un mouvement de grève lundi dernier, et ce jusqu'à vendredi, avec pour premier objet dénoncer l'inexistence des versions anglaises des textes OHADA. L'instruction aura donc été, selon la presse, donnée par le ministre de la Justice afin que reprenne la traduction de ces textes en deuxième langue du pays. Mais l'arbitrage du ministre n'est manifestement pas suffisant de l'avis de certains avocats qui ont décidé de continuer la guerre dès la semaine prochaine. On reparlera de ces revendications dans cette édition de Droit de réponse. Encore d'autres revendications cette fois-ci. L'actualité dans nos hôpitaux devient au fil des mois tristement célèbre. Cette fois, ce sont les hémodialysés de l'hôpital général de Yaoundé qui ont crié leur ras-le-bol en début de semaine. Le difficile accès aux soins a été dénoncé par ces patients qui avouent ne pas avoir donc correctement fait leur dialyse, comme le demandent les médecins. Et pour cause, les appareils seraient donc en mauvais état dans cette formation hospitalière. Une situation qui n'est pas seulement vécue à Yaoundé, puisque cette semaine également, à Bamenda, les patients d'hémodialyse sont également sortis de leur gants. Ils dénoncent eux aussi le non-accès aux soins. On parlera de ces revendications dans cette édition de Droit de réponse. Mais avant, nous ferons un arrêt à début d'émission sur une autre actualité qui fait également la une des journaux. C'est ce fameux colloque scientifique qui est prévu en novembre prochain à la capitale. Colloque qui a donc pour objet de voir les bienfaits de la première dame au Cameroun. On reparlera de ce sujet. Mais avant, vous savez, on fait un tour de revue de presse avec Flavien Dongo pour voir et savoir comment est-ce que la presse a traité des sujets retenus pour cette édition. Bon dimanche à vous, Flavien. Bonjour à Bertine, bonjour à tous. Alors, on fait le tour des sujets retenus cette semaine, ce dimanche. On a 3 sujets principaux. Et comme vous le savez, donc, la presse n'a pas fini de parler de ce que vous avez appelé mémorandum. Et on le sait, ce n'est pas le tout premier, il y en a plusieurs. Et la presse est revenue sur plusieurs cas également, avec la question des jeunes de la Léquier qui avaient donc déjà dénoncé plusieurs choses. Il y a bien des cas également évoqués par la presse. Le messager de cette semaine, donc, tout est parti d'un boulot attribué au patriarche du département du siège des institutions, qui a notamment le courrier encore donc en préparation, s'est retrouvé dans la presse. Sans l'aval du porte-parole des patriarches, Émile Nabélezidi, qui a accusé donc par la suite la secrétaire de rédaction de trahison. Dans le document donc, de plusieurs pages, les patriarches du Fundi accusent aussi le chef de l'État des génocides. Donc le président de la République a vendu le pays et le parti aux ressortissants d'une même région. Le document parle du Sénat et du secrétariat général du RDPC. Les doyens du Fundi estiment que le pouvoir des Biya est en train donc, de devenir tribal et même familial. Ce sont des citations, en tout cas, donc le même journal, le Messager en l'occurrence, dresse quelques cas du genre qui constituent d'ailleurs la fièvre des mémorandums enregistrés à travers le pays. Le Messager parle alors des dénonciations tribales et régionales. Bref, le malaise social creuse au fil des ans son lit au Cameroun sous les regards des dirigeants qui semblent ne plus rien à proposer au peuple. Donc, pour ce qui est du mémorandum, du Fundi, au-delà du fait que ça chauffe, tel que dit d'ailleurs le Messager, d'autres journaux ont annoncé que le président de la République, incriminé par ces derniers, selon le document, est déjà au parfum de cette actualité et entend donc prendre des mesures qui s'imposent. C'est au moins là le premier sujet, en tout cas ce que la presse pense de ce qui est du mémorandum du Fundi.
L'autre sujet d'autre actualité qui n'a pas échappé à la presse cette semaine, c'est bien entendu la situation des malades d'insuffisance rénale. Donc le quotidien Le Jour nous apprend que c'est donc un véritable problème. Les malades ont choisi l'enceinte de l'hôpital général, l'hôpital central de Yaoundé pour manifester leur ras-le-bol parce qu'ils n'ont pas été pris en charge durant des jours. Ils veulent donc une meilleure prise en charge, ce qui est donc impossible à cause des machines qui sont en panne. Sur près de 150 malades venus de différentes régions du pays, seules 7 machines étaient donc disponibles en début de semaine. Le directeur de cette formation hospitalière a laissé dire dans les colonnes du quotidien Le Jour que les techniciens en charge de remettre à jour donc, les appareils en question viennent souvent de la Tunisie. Et il fallait donc que ces personnes arrivent pour mettre à jour notamment ces appareils. Pour le messager, les malades accusent le ministre de la Santé publique de ne pas prendre les dispositions pour améliorer notamment les conditions de prise en charge des grands malades tels que ceux souffrant de l'insuffisance rénale, d'où la colère exprimée donc au sein de l'hôpital central de Yaoundé. Le quotidien Le Jour rappelle par la suite que la colère des malades de l'insuffisance rénale s'est estompée avec notamment la descente sur les lieux de la manifestation du ministre de la Santé publique qui a instruit la mise à jour des appareils en panne et aussi le dispatching des malades dans les régions qui ne comptent pas un grand nombre de patients, à savoir le sud et le nord-ouest. Et même là-bas aussi, on apprend selon le journal, ces régions, bien entendu, les malades de l'insuffisance rénale ne sont pas logés dans la bonne enseigne. Nous apprend notamment la presse de cette semaine. Du coup, le messager se demande où vont donc les 5 milliards de francs CFA de subventions que l'État alloue à chaque année donc pour le fonctionnement de ces centres d'hémodialyse créés donc dans certaines régions du pays, notamment 10 régions. Donc le reporter de Le Messager a fait le tour et nous apprend que le CHU de Yaoundé par exemple perçoit 40 millions de francs CFA par an, Bamenda 300 millions en tout cas, 400 millions pour le CHU, je voulais dire, Bamenda 300 millions, Bertois 200 millions et Bolova 200 millions. Douala et Yaoundé reçoivent donc chacun plus d'1 milliard de francs CFA chaque année. Où va donc cet argent? C'est la question que se posent les journaux en tout cas. Et aucune réponse n'a été donnée parce que des explications n'ont pas été données par les responsables de ces différentes formations hospitalières. Voilà ce qui est du second sujet. Le troisième parle bien entendu de la situation de la colère des avocats, de l'expression anglophone qui ont manifesté cette semaine qui s'achève 4 jours de paralysie, en tout cas au niveau des prétoires. Donc on a constaté le messager qui annonçait déjà la de ces hommes en robe noire d'expression anglophone a fait savoir qu'il revendique l'existence de la version anglaise des actes uniformes de Rwanda. Pour eux, les documents qu'ils utilisent en majorité pour préparer leur plaidoirie devant les prétoires sont uniquement en français. Dans les colonnes du même journal, les avocats d'expression anglophone disent avoir connu donc la plus grande humiliation de leur existence, avec l'autorisation qui a été un jour, le premier jour accordé et le deuxième jour d'après, donc annulé pour des raisons qui n'ont pas été évoquées et bien entendu évoquées et relevées par la presse concernant la tenue de la conférence de presse qui était prévue pour le 1er octobre, une conférence qui devait donc simplement leur permettre de dénoncer un peu les exactions qui sont commises donc par les décideurs de ces pays. Et on apprend également par la suite la nouvelle expression que l'État a favorisé donc la grève de ces derniers, celle qui a paralysé les tribunaux du sud-ouest et du nord-ouest durant 4 jours. Les audiences donc se sont déroulées sans les avocats. Par ailleurs, le président de l'Assemblée générale de l'ordre des avocats est donc allé rencontrer le ministre de la Justice qui, selon la nouvelle expression, a instruit de la mise en forme de ces actes uniformes de l'OADA en version anglaise. Malgré notamment cela, le président, ou tout au moins le représentant du président de l'Assemblée générale de l'ordre des avocats pour le nord-ouest n'a pas manqué de déposer sa démission. Il estime que Maître Nicolas Lee ne défend pas les intérêts des avocats d'expression anglophone. Plutôt, il roule pour les gouvernants ou pour le gouvernement qui n'arrive pas toujours à trouver des solutions à leurs multiples revendications. Voilà l'essentiel en tout cas de ce que la presse a prévu pour les 3 sujets à l'ordre du jour ce dimanche. Merci à vous Flavien Ndongo pour cette revue de presse et bon dimanche. Merci. Alors, mesdames, messieurs, nous allons découvrir le panel qui nous accompagne pour cette édition. Nous avons à notre table ce dimanche M. Luison et Somba. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Merci Albertine, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je vous remercie de m'avoir convié à cette très belle émission.
Je voudrais également saluer les autres copanélistes avec lesquels, certainement ce dimanche, nous allons éclairer la lanterne de tous les téléspectateurs qui nous regardent très nombreux pour cette émission. Alors j'aurais dû peut-être dire, docteur Issomba, puisque vous êtes juriste, vous êtes enseignant en droit public à l'université de Douala. Ça ne me gêne pas du tout. Autre invité sur notre table ce jour, M. Alain-Georges Bougna. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Albertine. Alors vous êtes enseignant, vous aussi, mais vous êtes surtout militant de l'UPC, UPC des fidèles. Je suis militant de l'UPC tout court. C'est vrai qu'on me colle l'étiquette d'être de l'UPC des fidèles parce que les gens pensent que nous sommes attachés fondamentalement aux idéaux de l'UPC. C'est peut-être la raison pour laquelle les gens pensent que si c'est nous qui menons le combat de Oumiobe, ils peuvent nous appeler des fidèles. D'accord. Alors, autre invité ce dimanche, Maître Roland Abin. Bonjour à vous et bien dimanche. Bonjour, bon dimanche. Merci à vous d'être là. Vous êtes avocat et vous êtes porte-parole de ces avocats qui ont manifesté cette semaine sur la question de la revendication de l'inexistence des textes de version anglaise OHADA. Porte-parole, c'est trop dit. Voilà. Je suis avocat d'expression anglaise. Je ne suis pas porte-parole, mais j'arrête totalement à cette idée et vous allez souffrir de m'écouter de temps en temps en anglais. Ok, il n'y a pas de souci. On va vous écouter. Alors nous avons Edmond Kamga qui est toujours avec nous, notre consultant. Bonjour, bienvenue Edmond. Bonjour Albertine, je dis bonjour à tous les copanélistes et surtout bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je saisis cette occasion pour dire happy birthday, n'est-ce pas, à son éminence le cardinal Christian Toumi qui a eu 86 ans hier, le samedi 15 octobre 2016. Je voudrais à cette occasion lui souhaiter longue vie et lui demander de toujours continuer à nous prodiguer des conseils. Je dis à tout le peuple, au peuple de Dieu qui est au Cameroun, mais également et surtout à continuer à prodiguer des conseils à nos dirigeants, à nos gouvernants, pour qu'ils sachent que toute autorité vient de Dieu et qu'on ne peut pas gouverner sans Dieu, comme il est dit si souvent. Merci. Je voudrais également à cette occasion saluer la mémoire de Thomas Sankara qui a été assassiné le 15 octobre 1987. Et dire ici à son épouse, si elle nous écoute, là où elle se trouve, ainsi qu'à ses enfants, que nous sommes avec cette famille. Et nous saluons la mémoire de Thomas Sankara qui a mené une vie utile non seulement pour son pays, le Burkina Faso, mais pour l'Afrique et pour tous les peuples qui croient en l'intégrité et à la dignité. Merci pour ces rappels, Edmond Kamga. Je l'ai dit, vous êtes notre consultant, vous êtes également journaliste pour la Nouvelle Expression. Nous allons donc commencer directement cette émission. Je le disais tout à l'heure, un petit arrêt, juste en une question pour chacun. On revient sur ce colloque quand même qui fait parler de lui, ce fameux colloque scientifique qui est organisé à Yaoundé et dont le thème est droits fondamentaux et politique de solidarité sous le prisme de l'action sociale de la première dame du Cameroun. Alors c'est un colloque, vous l'imaginez, qui fait beaucoup parler de lui. Les scientifiques sont aujourd'hui les experts, les universitaires départagés sur la question. Certains estiment que c'est un colloque tout simplement fait par des personnes qui cherchent à se donner une certaine notoriété. D'autres estiment que le sujet est assez scientifique pour qu'on en parle au cours d'un colloque. Alors Edmond Kamga, quel est votre avis sur la question? Ça fait l'actualité, on en dit un mot quand même avant de passer. Effectivement, cette information, cette actualité fait le buzz, non seulement dans les médias écrits, mais également dans les médias audiovisuels et surtout dans les réseaux sociaux. Exactement. Où on lit beaucoup de choses. On lit surtout des injures, des invectives entre des professeurs, des enseignants d'université, notamment entre ceux qui seront des participants et qui sont pour ce colloque et ceux qui estiment qu'ils ne sont pas pour ceux qui sont contre, que ce colloque n'a pas sa place du tout. Je crois qu'en toute chose, il faut raison garder. J'estime que ce sujet est important et que sur le plan intellectuel, ce colloque a sa place. C'est-à-dire, ça peut même faire l'objet d'un mémoire ou d'une thèse à l'université ou dans tout autre cadre. Donc, la scientificité de ce colloque est indiscutable, c'est incontestable. Ce colloque a sa place. Maintenant, qu'est-ce qui fait problème? Deux choses. La première chose, c'est la qualité de certains participants. Je voudrais citer ici Mathias Onangini, qui est bien connu dans les réseaux sociaux, qui est bien connu dans les médias, ainsi que Cabral Libi, qui intervient dans une chaîne de télévision de la place et même dans d'autres médias à chaque fois qu'il est interpellé. Ils sont connus de par leur position. Ils sont connus de par leur position. Leur prise de position, notamment sur les questions politiques, sociales et culturelles qui sont souvent débattues dans ce pays. Et c'est le fait qu'ils soient invités à ce colloque qui semble poser problème. Parce que dans les réseaux sociaux, il y en a qui estiment que, vu leur prise de position, notamment lorsqu'ils rejettent systématiquement tout ce qui est fait par le régime et contexte
et contexte pratiquement tout. J'allais même dire la légitimité de certaines actions à ce régime. Et lorsque l'on sait que la première dame est l'épouse du président Paul Biya et que ces deux-là décident de participer à ce colloque, voilà une des raisons pour lesquelles certains estiment que, vu le populisme, n'est-ce pas, de Mathias Ouangini et de Cabral Libye, ils n'auraient pas dû participer. Ça, c'est une façon de voir. Mais en réalité, lorsque je lis également les réactions de Mathias Ouangini, il estime que personne ne doit lui dicter quoi que ce soit, qu'il est libre en tant qu'expert de participer. Oui, il a raison, mais sauf que quand il répond à ces dictateurs, il utilise pratiquement les mêmes termes d'injures et d'invectives, ce qui n'est pas décent. Rapidement, Lusana Essomba, votre position sur ce colloque-là, je partage avec vous rapidement, hein, j'espère que vous avez lu cette pensée du professeur Claude Abbé, que vous connaissez très bien, qui se dit qu'on ne peut pas tenir un colloque dans un régime où les libertés publiques sont très peu respectées. Ce colloque n'a pas sa place, c'est un colloque, une activité de propagande, comment dire quelque chose contre Chantal Biya dans ce colloque. Alors, quel est votre point de vue sur cette question? Une activité de propagande? Alberti, je dois vous avouer que consacrer tout un colloque à l'endroit de seul qui assure l'équilibre émotionnel et surtout qui procure à la plus haute autorité de l'État les effets jouissifs et jubilatifs, moi je pense à mon avis que c'est un colloque qui mérite d'être salué et qui mérite d'être tenu parce qu'en effet, l'enseignant, j'allais dire le chercheur, l'intellectuel est un peu comme la sentinelle de la société qui doit se préoccuper de toutes les dimensions sociales, politiques, et ainsi de suite. Est-ce que c'est le sujet le plus important à l'heure actuelle? Ce n'est peut-être pas le sujet le plus important, mais moi je dois vous dire que ce qui semble me gêner dans ce colloque, c'est simplement l'effet inclusif. C'est-à-dire qu'on n'a pas ouvert ce colloque à tous les universités. La preuve, moi j'ai 2 articles sur les épouses des chefs d'État en Afrique et la présentation devant l'épouse du chef de l'État au Cameroun. Je devais normalement être associé à un tel colloque. Or, on s'est rendu compte que ça a été trié sur le volet. On a donc dû exclure quelques voix qui allait certainement donner une certaine expertise autorisée sur la question. Et c'est ça qui, en soi, me gêne. Parce qu'en réalité, je dis bien, c'est un très bon colloque. Moi, à mon avis, ça met en œuvre toute la scientificité du sujet. Le colloque en lui-même n'est pas un problème. Mais la manière dont c'est organisé peut prêter quand même oui, le colloque en lui-même n'est pas un problème en soi. Mais moi, ce qui me gêne, je dis, les enseignants qui ont été choisis, c'est une très bonne chose. Ils ont été triés sur le volet, sont des professeurs, ainsi de suite. Mais on aurait pu ouvrir la perspective à d'autres enseignants des universités d'État du Cameroun pour pouvoir se prononcer sur la question. Et moi, je vais finir par là. Oui, c'est simplement que les problématiques importantes sur la question ne seront pas abordées. Par exemple, pourquoi est-ce que la première dame ne posait pas ses actes avant d'épouser le président? Sommes-nous sûrs qu'elle les posera après que le président n'y soit plus? Voilà les problématiques. C'est pourquoi peut-être le professeur Claude Abbé disait comment est-ce qu'on pourrait dire quelque chose contre Chantal Biya. Non, ça doit être justement dit parce qu'il y a des grandes œuvres humanitaires qu'elle a posées qui méritent d'être relevées. Alain Georges Bougnat, votre position sur ce colloque-là? Moi, j'ai une position un peu mitigée parce qu'il faut quand même dire que chez nous, il y a une question fondamentale autour de la notion de science. Si vous avez fait des sciences fondamentales comme moi, vous savez, le résultat d'une œuvre scientifique doit être atemporel. Et quand on ouvre un colloque sur la personne de Chantal, je reviens sur la rechute du professeur tout à l'heure, la question que je me pose, c'est est-ce que ces actions vont traverser le temps? Est-ce que ces actions vont traverser le temps? Si jamais ces actions ne doivent pas traverser le temps, nous pouvons nous inquiéter. Et compte tenu du fait que l'université est le lieu par excellence où on devait réfléchir sur toutes les questions sociétales, je dis peut-être que l'opportunité d'un tel colloque en ce moment n'est pas la bienvenue. On peut choisir autre chose, les questions de droits de l'homme, les questions de la démocratie. L'université peut réfléchir autour de cette question importante, même autour des questions du développement. Nous venons de sortir des OMD, nous sommes rentrés dans les ODD. Ce sont les universités qui doivent évaluer le parcours pour enfin tirer la conclusion pour que les ODD, dans 15 ans, nous ne soyons pas où nous sommes aujourd'hui. Maître Abin, pour sortir un mot. Vous pouvez organiser une colloque pour voir comment on prépare la première dame dans sa cuisine. No, it's to me, it's you have made it political. My problem is the place of the meeting. Why take it to the colloquium, to the university? There are many places where you can discuss this at all the hotels, any of the hotels, and give it the importance that it requires. That is the first thing. The second thing is
contrary to what people think, when you bring in people like Matthias Eric Owonangili, it makes it balanced. Because usually you would want to bring people who do flagornery. But when you bring people from other shades of opinion, it's a good thing. We should learn to keep discussions like that out of the university because it's criminal. It's even against the penal code. That's the first thing. The second thing, as I was trying to say, is making sure that we do not miss the discussions on important things that matter in the society. No discussion have been carried out on road accidents that happen every day. No discussion on our roads. We have many things to discuss, not on taxpayers' money that has been used to invest on health issues and put on the name of one person. Donc vous êtes d'avis que ce n'est peut-être pas le sujet important à l'heure actuelle. Tout à fait, tout à fait. Alors merci à vous d'avoir réagi à ce sujet-là. Nous reviendrons peut-être sur la question avant novembre, puisque on a encore quelques semaines avant la tenue de ce colloque, et même peut-être après qu'on aura plus d'éléments pour voir si ce colloque était vraiment scientifique, comme on le dit. Alors vous me permettez donc de revenir sur les principaux sujets de cette édition. Nous allons commencer par ce mémorandum. C'était une promesse à nos téléspectateurs. Nous n'avons pas pu le faire dimanche dernier, et heureusement le sujet est revenu dans la presse toute cette semaine. Donc, on va parler donc de ce mémorandum, mais peut-être avant, je veux peut-être demander à Maître Abin de commencer par votre sujet, puisque le mémorandum peut un peu attendre encore. On va parler donc de cette grève que vous avez organisée cette semaine, en fait, les avocats d'expression anglaise qui ont organisé une grève cette semaine dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, qui est donc paralysé les tribunaux de ce côté-là. C'était pour revendiquer, on le disait, la version anglaise des textes OHADA, mais seulement on l'a appris également dans la presse. Le ministre de la Justice a fait une sortie, peut-être pas une sortie, mais on a indiqué dans la presse qu'il avait pris la décision de faire traduire donc finalement ces textes-là. Mais cette décision apparemment n'est pas ce que les avocats anglophones attendaient, puisqu'on apprend dans la presse que certains ont décidé de continuer encore la grève. Vous allez peut-être nous confirmer tout à l'heure, mais ça va être mon camga. C'est un problème qui dure quand même, ces revendications de la partie anglaise, des avocats d'expression anglaise plus précisément. Est-ce qu'on peut se dire qu'on est maintenant face à un problème qui risque de dégénérer? D'abord, il faut dire que cette revendication est légitime. Légitime parce que nous sommes dans un État bilingue qui a délibérément choisi comme langue officielle le français et l'anglais. Et si vous suivez l'information tous les jours, lorsque le chef d'État prend un décret ou le Premier ministre, à la fin, il y a un dernier article qui dit « Ce document sera publié en français et en anglais ». Et d'habitude, et c'est une tradition, et ça fait partie des usages du Cameroun, lorsqu'un texte est adopté à l'Assemblée nationale, dès lors qu'il est promulgué en français et en anglais. Lorsqu'un texte est ratifié sur le plan international par le Cameroun, il devrait l'être en français. Et qu'il est adopté, et lorsqu'il rentre sur le plan interne au Cameroun, il doit avoir les versions françaises et anglaises. Et c'est une curiosité, ce qui se passe, c'est une curiosité. Et pendant longtemps, le Cameroun a fait partie des pays qui ont adopté, n'est-ce pas, qui ont adhéré à l'OHADA, n'est-ce pas, ce traité pour l'harmonisation des droits des affaires. Mais curieusement, le seul texte qui est appliqué au Cameroun est la version française. Même si fondamentalement, le droit OHADA, c'est un droit francophone. Il faut dire que le Cameroun a sa spécificité. Parce que, je le disais tout à l'heure, il est un État bilingue. Tous les textes, pour qu'ils soient appliqués, dès lors qu'ils entrent en vigueur, doivent être en français et en anglais. C'est la raison pour laquelle je dis que cette revendication est légitime. Et c'est tout heureux. Je suis heureux que le ministre, n'est-ce pas, de la Justice, garde des Sceaux, après avoir reçu le président de l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats, ait consenti et donné l'opportunité qu'il y ait une commission qui soit mise sur pied, n'est-ce pas, aujourd'hui. Mais parce que la revendication en réalité ne date pas d'aujourd'hui. Elle s'est simplement, elle s'est rendue visible ces jours-ci. Alors, Maître Roland, justement, vous avez un peu anticipé. Le ministre donne une décision, prend une décision comme quoi les textes OHADA que vous revendiquez doivent être traduits en anglais. Mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que c'était juste un prétexte? Non, d'abord, il n'y a pas... Le ministre ne s'est pas prononcé. Je peux vous dire. Je n'ai pas preuve que le ministre s'est prononcé sur ce sujet. C'est la parole de Dieu. On a un problème dans ce pays de communication. Les journaux ont parlé, on dit que le ministre s'est prononcé. Oui. Mais à ma connaissance, le ministre, son excellence Laurent Nessona, je l'ai dit cette semaine sur ce sujet. Peut-être qu'il avait une émissaire. Vous comprenez?
Moi, j'ai dit, au mois de mai, le bâtonnier de l'ordre des avocats a écrit à la chancellerie sur ces problèmes. Le bâtonnier, c'est lui qui répond au nom de tous les avocats. Il écrit cette correspondance et c'est lettre moi jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons quelqu'un avec qui nous pouvons parler. Est-ce qu'on doit aller voir le ministre pour qu'il se prononce sur la traduction des textes de loi 6 ans après? Parce que ce n'est pas 2 jours. Comme M. Edmond dit, we need to have the text the same day. So Edmond and Roland have the OADA text in English and in French the same day. Le même jour. Oui. Donc, moi, je ne suis pas ça. Donc, pour vous, que le ministre ait répondu à Maître Nicolas, qui est le président de l'Assemblée générale des avocats, en aparté, ce n'est pas une déclaration officielle. C'est une bonne chose que le président de l'Assemblée générale soit allé voir lui. Soit allé voir. C'est une bonne chose, mais il faut quand même que l'autorité habilitée à prononcer sur ce sujet se prononce effectivement. Alors, il n'y a pas que ce problème de texte OADA, parce que d'autres personnes qui ont rangé dans la presse, d'autres confrères... C'est ça qui me concerne, en fait, parce que vous vous rappelez que j'avais organisé une conférence de presse qui a été autorisée, et puis après interdit. Et je pense que si on avait laissé les avocats s'exprimer, parce que c'était des avocats d'expression anglaise et française, si on avait laissé les avocats discuter sur ces problèmes, on ne devait pas en arriver là. Alors, je reviens à vous, Maître Abin. Alors, je disais qu'il n'y a pas que cette question des versions anglaises des textes OADA. Il y a d'autres revendications que la presse nous a révélées cette semaine. Il y a par exemple que vous demandez que tous les magistrats de la partie de la zone anglophone, soit des régions sud-est et nord-ouest, soit qu'on ne retrouve que des magistrats d'expression anglophone de ce côté-là. C'est l'une des revendications, je ne me trompe pas. Pour bien répondre à votre question, il faut que je parle en anglais. Oui, allez-y. We have so many problems within the legal sector in West, in Northern and Southwest provinces, regions. It's good to understand that for justice to be rendered in a fair manner, you have to understand what you are doing. Not only the lawyers, but the magistrates and the court clerks, the registrars. It's important that everybody understands the system. The common law system is a particular system. You don't only need to go to ENAM for training, but you need to understand certain basic notions. I have nothing wrong with Francophone magistrates operating in Anglophone areas and with Anglophone magistrates operating in Francophone areas. It's Cameroon. That's bilingualism. That's integration. I have no problem. But it's important that when you are giving out justice, which is there in our constitution, justice should be given in a fair manner. Yes. So you should understand, you'll be able to understand, or the person who is going to prison should know that he's going to prison because the judge understood his matter. That's the problem. And that is why you can remember last year, when after the appointment of Procureur General in various regions, the one in Bamenda had to be transferred because you cannot be able to work in that region without being able to communicate with. Très bien. Alors, Luisan Samba, justement, ces revendications sont traitées par d'autres personnes, par certains observateurs de ségrégationnistes. Est-ce que le fait de demander aujourd'hui qu'on enlève certains magistrats de la région du nord-ouest, du sud-ouest, qui sont francophones, et qu'on n'y mette que des magistrats anglophones, est-ce que ce n'est pas, de l'avis de certains, revenir en arrière et refaire deux Cameroun, finalement? Je voudrais d'abord dire que pour la première revendication qui me semble légitime, tout à fait, comme l'a signalé Edmond Kambia, simplement parce que l'autre syncrétisme culturel repose autour du bilinguisme. Et bien évidemment, vous savez, le bilinguisme a un fondement même constitutionnel, parce qu'on dit que nous avons le français et l'anglais. Cela veut dire que toutes les versions de texte, que ce soit le code pénal nouvellement adopté et qui est entré en vigueur depuis, puissent être restaurées, puissent être servies aux Camerounais de toutes parts, c'est-à-dire que dans les deux versions, anglaise et française, pour satisfaire justement à notre bilinguisme. Maintenant, compte tenu de la question que vous posez, il faut avouer que c'est une option, c'est une alternative qui peut être exploitable, c'est-à-dire dans la mesure où on peut envoyer
exclusivement dans les zones anglophones des magistrats à d'expression anglaise. C'est tellement parce que, vous savez, dans le procès, il faudrait que le langage passe. Hein? Bon, on a certainement la difficulté de comprendre que un magistrat qui a une formation française puisse aisément s'exprimer en anglais pour traiter et résoudre un contentieux en anglais. C'est peut-être, oui, je dis que c'est peut-être une alternative. Mais moi je dis, le contexte camerounais nous impose le bilinguisme. Ça fait de sorte que, en réalité, ce qu'on devait imposer, c'est que tous les magistrats à l'ENAM devaient être bilingues. À partir de là, on va résoudre ce problème. Or, ce n'est pas forcément dit, vous savez, quand on vous nomme et qu'on vous envoie dans une région, vous ne choisissez pas la région, vous magistrats, vous allez pour les besoins de services publics. Donc moi je pense qu'il fallait, au niveau du recrutement de ces magistrats, que leur formation, qu'on puisse mettre un accent pointu et vif sur l'anglais et le français. Très bien, justement parce que moi j'avais un cas de figure, il n'y a pas que les anglophones dans le sud-ouest, dans le nord-ouest. Alors quand un francophone est jugé à Boya, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas chercher un magistrat juste pour ce cas-là. Votre expérience dans la chose, monsieur Bounia, vous qui êtes enseignant, justement, l'harmonisation, ça se fait dans l'éducation. Que pensez-vous de ces revendications? De toutes les façons, il faut savoir que l'harmonisation ne se fait pas dans l'éducation. Tout ce qu'on parle quand on parle de lycées bilingues, c'est deux lycées qui cohabitent sur le même espace, mais c'est pas particulièrement. Et véritablement, ça c'est le problème du Cameroun. Et je dis, pour mieux le comprendre, il faut se placer de l'autre côté. Donc il faut utiliser ce que nous appelons la contraposée. C'est-à-dire que vous êtes francophone et on vous remet un texte en anglais que vous deviez les comprendre. Si vous n'avez pas les prérequis nécessaires pour comprendre ces langues-là et pour l'interpréter, vous pouvez passer à côté du sujet. Moi, j'aimerais revenir sur ce que Maître a dit. Maître n'a pas dit qu'il fallait qu'on nomme automatiquement les magistrats anglophones dans le sud-ouest ou dans le nord-ouest. Je pense que le professeur a apporté une solution à cette question-là. Nous avons peur des nombres dans notre pays. Nous avons peur des nombres. Et nous avons peur des nombres parce que, puisque les nombres nous révèlent la vérité, il faut exactement qu'on sache quels sont nos besoins en magistrats aujourd'hui, notamment les plus qualifiés. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra faire la projection pour, bien évidemment, recruter les gens et les former. Parce que ce problème-là, si on veut le résoudre, il s'agit de construire le Cameroun. Et aujourd'hui, il est question pour notre État de choisir ce qui est bien pour nous. Est-ce qu'on va rester dans ce bilinguisme de façade où on a le common law dans la région anglophone et le code civil français ici? Est-ce qu'on peut créer un texte hybride où chacun va se retrouver? Je crois que c'est à cette question fondamentale qu'il faut apporter une solution. Maître, mais rapidement après. Juste une précision. J'ai connu, j'ai fait 22 ans de carrière. Et j'ai connu des avocats anglophones exerçant ici à Douala. Oui. Des très brillants magistrats anglophones exerçant ici à Douala. J'ai connu 3, par exemple. Il y a des magistrats francophones qui exercent aussi à Bamenda, qui parlent bien la langue anglaise, qui comprennent bien le common law. C'est ça le Cameroun. Il ne faut pas qu'on se trompe. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Mais il y a un problème. Il ne faut pas que... L'assimilation a déjà commencé. L'harmonisation a commencé. Vous savez, avant on avait un droit de société séparé dans la zone anglophone. Maintenant, il y a OHADA. Mais de grâce, donnez-nous les textes en anglais. Par exemple. Nous avons accepté que OHADA c'est... Mais donnez-nous les textes en anglais. Il nous faut travailler. Celui qui est parti à je ne sais pas où, à l'île à Port... Gentil. Non, là où on a signé au nom du Cameroun le traité OHADA. Pour lui. Pour lui, signé le traité OHADA, qui stipulait en 1993 que la langue de communication, c'est le français. Qu'est-ce qu'il pensait? Qu'est-ce que ce monsieur pensait? Vous parlez de problème anglophone? C'est là que ça commence. Très bien. Les gens qui ne pensent pas que nous sommes des citoyens camerounais. Vous voulez réagir? Oui, je veux réagir pour dire qu'en réalité, il vient de toucher le nœud du problème. Y a-t-il au Cameroun un problème anglophone ou pas? Oui, il y a un problème anglophone. Il y a un problème anglophone. Cette revendication fait partie des problèmes de nos frères anglophones. Parce qu'il y en a plusieurs. On n'a pas le temps d'en débattre ici. Restons seulement sur cette question de droit. Pour dire que ceux qui ont... C'est-à-dire qu'au départ, quand ce traité a été élaboré, adopté, il faut le dire ici, c'était dans l'esprit
d'un univers juridique précis. C'était des francophones qui s'étaient réunis dans le cadre de ce traité. Mais ils n'avaient pas vu plus loin. Leur horizon ne leur avait pas permis d'imaginer que parmi les pays signataires, il y a des pays qui ont des spécificités. Ouais. Il y a des pays qui ont des spécificités comme le Cameroun. Et que un jour ou l'autre, ça allait poser problème. Mais c'est parce que le gouvernement, à l'époque, quand il a adopté ce texte, n'a pas anticipé. Il fallait anticiper. C'est-à-dire faire en sorte que, dès lors qu'on a ratifié, adopté ce texte, et on l'a intégré dans le corpus de la législation camerounaise, qu'au même moment, on ait la version anglaise. C'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là. C'est parce qu'on n'a pas anticipé qu'il y a des problèmes. Donc, ça ne fait que nous rattraper. Maître Abba, est-ce que le problème, justement, ce n'est pas parce que vous rendez ce problème, je me répète, mais vous allez me comprendre, vous le confinez dans le domaine de problèmes anglophones. Parce que la question WADA, par exemple, ça ne concerne pas que les anglophones. Il y a des francophones qui ont des clients américains et tout. Je vais chuter avant que vous ne preniez la question. Est-ce que le problème, par exemple, des magistrats, ce n'est pas un problème anglophone, c'est un problème de Camerounais, puisqu'il y a des Camerounais francophones qui sont dans le sud-ouest. Est-ce que la question, par exemple, du common law, ce n'est pas compris, mais est-ce que c'est pas le fait de... On ne voit pas beaucoup de francophones, je vais aussi faire cette remarque avec vous dans ce combat-là, peut-être parce qu'on a l'impression que vous le rendez juste problème anglophone et que vous le confinez dans une certaine zone. J'espère pas que vous amenez le combat dans le champ politique. Non, je reste au plan juridique. Roland Abeng a dit exactement ce que tu viens de dire il y a 3 semaines quand j'ai organisé ça. Et il y avait plus des avocats francophones mobilisés pour ces conférences de presse. Plus d'avocats francophones. Vous savez pourquoi? Non. Parce que les avocats francophones ont les clients au Nigeria, en Afrique du Sud, à Londres et aux États-Unis. Les avocats francophones ont les enfants, les parents francophones ont les enfants à l'école à Bamenda et à Boya. Exact. Et parce que au Cameroun, nous parlons de vision 2035. Il faut donner ce qu'on appelle investment manual aux investisseurs qui arrivent au Cameroun. Oui. C'est ça. Oubliez même les avocats anglophones. Pour le pays, les textes en anglais, les textes d'investissement en anglais, c'est très important. Oui. Il faut qu'on comprenne ça. Je ne parle pas pour Roland Abeng. C'est pour ça. Donc, c'est pas... Il ne faut pas qu'on amène on se divise sur le problème anglophone-francophone. Les textes de loi, c'est important pour moi, comme pour toi, et comme pour tout le pays. Très bien. Alors, Luisan Issomba, est-ce qu'il n'est pas aussi, ce ne serait pas efficace de repenser cette harmonisation qui avait été amorcée dans la question du common law, par exemple, et du droit civil francophone? Est-ce qu'on ne peut pas penser finalement à une harmonisation que d'avoir, comme le disait M. Alain Jean-Pugna tout à l'heure, 2 États, 2 systèmes dans un seul système? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des experts pour réussir l'harmonisation où les 2 sensibilités vont se retrouver? Est-ce que ce n'est pas la solution finalement pour revenir? On laisse un peu l'accent OHADA sur le common law qui est également l'une des revendications de ces avocats-là. Vous évoquez l'idée d'un dualisme dans un monisme. Oui, absolument. Moi, je pense que... ça fera une cohésion quand même. Oui, bien évidemment. Mais restons dans certainement l'anthropologie ou bien l'histoire de notre pays. Vous savez, nous avons adopté 2 langues. Et je crois que c'est implémenté de manière concrète. Parce que quand vous venez à l'université de Douala, vous avez des enseignements qui, pour la majorité, sont en français. Mais quand vous allez à Boya, par exemple, vous avez moins d'enseignements en français et la majeure partie sont des enseignements en anglais. Vous voyez donc que l'État essaie de faire un effort pour prendre en compte ces spécificités culturelles. Mais moi, je dis que c'est insuffisant. Vous savez, il faudrait, aujourd'hui avec le système LMD qui est mis en place, qui confine la mobilité des étudiants, il serait de bonne intelligence que les tests soient harmonisés, comme vous l'évoquez, pour que l'étudiant qui quitte par exemple de Douala soit à l'aise quand il se retrouve à Boya ou très à l'aise quand il se retrouve à Yaoundé. Donc la question que vous évoquez me semble pertinente. Il faudrait que l'État se penche sur cette question qui me semble fondamentale pour pouvoir mettre en place des tests qui harmonisent les rapports entre les citoyens. Et vous savez, cela soulève en gros le problème même de l'égalité de notre culture, c'est-à-dire entre le français et l'anglais. Je crois qu'en son temps, Feu Roger Gabriel soulevait déjà cette question où il constatait que, en fait, il a l'impression que le français semble avoir une prédominance sur l'anglais. Or, nous sommes dans un état biculturel. Alors, une réaction avant de sortir? En fait, si moi j'ai une réaction à apporter, ce sera celle de
la marginalisation des avocats dits anglophones. Le mot est sorti. Moi, je pense tout simplement que lorsque un combat comme celui-là est mené, tout le monde doit se sentir concerné. Vous voyez, c'est la même chose qui s'est passé du côté de l'éducation. Quand il fallait qu'on revendique le titre anglophone et on a donné aux francophones l'OBC. Donc les avocats anglophones sont en train de se battre aujourd'hui et les autres semblent être en dehors de ce mouvement-là. Pourtant, pour des questions d'intérêt commun, il fallait que tout le monde se mobilise. C'est tout ce que je peux dire. Roland, on va sortir de ce sujet par cette question. Pourquoi aujourd'hui? C'est une revendication qui dure depuis 6 ans, vous l'avez dit, au moins. Pourquoi l'opportunité, c'était laquelle? C'est le ras-le-bol. Et jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Vous me posez une bonne question. Je ne sais pas pourquoi je me suis levé un jour pour organiser une conférence de presse. Moi, je ne peux pas vous répondre, mais je suis un des avocats qui traite beaucoup avec les investisseurs étrangers. Et c'est pénible de chaque fois de traduire vous-même les textes de français en anglais. Ça, c'est une chose. Pour sortir, je voulais juste dire quelque chose. Nous avons l'impression que les autorités, il y a une certaine mépris envers nous. Parce que il faut que quelqu'un nous parle. C'est important. Ce qui se passe à Bamenda, à Kumba, dans les tribunaux à Bamenda, à Kumba, à Boya, à Mondemba, depuis 4 jours, qui va continuer pour 4-5 jours encore. C'est regrettable. Mais nous sommes en face des gens qui font semblant de ne pas nous comprendre. Et ce que nous demandons est légitime. Il faut quand même que quelqu'un qui nous gouverne, les gens qui nous gouvernent, nous parlent. Il faut qu'on soit fixé sur ce qui se passe actuellement. Parce qu'on a beaucoup de versions. Bon, c'est en traduction. Non, ce n'est pas nous qui traduisons, c'est Ouada même, parce que c'est un texte supranational. Non, il faut quand même qu'on soit fixé sur ça. Très bien. Alors, le message est passé. Nous allons donc passer au deuxième sujet de ce jour. Ce mémorandum du Fundi, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas les seuls à faire des revendications au Cameroun. Nous le disions tout à l'heure. Le mémorandum donc, qui continue de faire monter la pression dans l'opinion publique et dans la presse. Le Messager qui a donc cette semaine publié un contre-mémorandum. Personnalité politique de la place bien connue qui a répondu à ces patriarches du Fundi. Je mets le mot entre guillemets puisque aujourd'hui la paternité de ce texte n'est pas complètement assumée. Mais avant, on parle donc de ce mémorandum et de son contenu avec vous Edmond Kambia. Agitation politicienne, c'est ainsi que certains ont donc caractérisé ce brûlot de la région du centre. D'autres y voient des élans de tribalisme, des appels à la haine tribale. Vous avez lu ce texte et qu'est-ce que vous en pensez personnellement et en tant que journaliste? D'abord, je pense que s'il y a une tradition des mémorandums ou des mémorandas dans ce pays, et notamment des mémorandas qui sont basés sur des réalités, des motivations tribales, c'est parce que le gouvernement l'a voulu. C'est parce que le gouvernement l'a voulu. Parce que celui-là, il est tribaliste, ce mémorandum. Oui, il est fortement tribal. Il est fortement tribal et ethnique. Et ce n'est pas le premier du genre, il faut le rappeler. Pour dire qu'en réalité, depuis que le président Paul Biya est là, le tribalisme a été exacerbé. Parce qu'il existait déjà le tribalisme, mais il a été exacerbé ces 30 dernières années. À telle enseigne qu'aujourd'hui, les lois même, qu'on appelle équilibre régional, les lois sur l'équilibre régional, on ne les applique même pas. Ces lois-là ne sont même pas respectées. C'est-à-dire, les pratiques et les usages vont au-delà même des quotas officiels connus. Je prends un exemple. Lorsqu'il y a eu un mémorandum du Grand Nord, des populations, des élites de ce qu'on appelle le Grand Nord. Quand je dis Grand Nord, je parle de 3 régions. Les régions septentrionales du Cameroun, Adamawa, Nord et Extrême Nord. Et particulièrement les élites de l'Extrême Nord, qui revendiquaient, n'est-ce pas, une université. Ils ont eu leur université, l'université de Maroua. Ils ont d'abord eu l'école normale supérieure de Maroua. Permettez que je m'arrête un peu sur l'école normale supérieure de Maroua pour dire que la première promotion, vous savez comment a été recrutée la première promotion? Il y a eu près de 5000 candidats et il y a eu tellement de problèmes au niveau de l'admission. Les élites de cette région-là ont estimé que tout le monde doit y aller. Vous savez quelle a été la réponse du chef de l'État? Non seulement les admis officiels ont été recrutés, mais ceux-mêmes qui n'avaient pas compétit, qui n'avaient pas déposé des dossiers, qui étaient dans la rue,
sont devenus étudiants. Et tous sont sortis enseignants de lycée. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple? C'est parce que dans ce mémorandum du Grand Nord de l'époque, on laissait croire que les enseignants qui venaient du Grand Sud, entendez Grand Sud par les 7 régions autres que les 3 du Grand Nord, que ceux qui venaient du Grand Sud, ils venaient prendre le service et rentraient chez eux. Maintenant donc, que les premières promotions, la première c'est près de 5000 étudiants, hein, ils sont devenus enseignants. Croyez-vous que ces 5000-là enseignent dans le Nord, dans l'extrême Nord de la Damawa? Je vous dis non. La majorité enseigne dans les 7 autres régions. Et beaucoup se sont battus à travers les élites pour enseigner à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, en tout cas dans toutes les régions qui ne sont pas celles du Grand Nord. C'est une vraie fumisterie cette histoire. C'est pour vous dire que ces mémorandas-là, le gouvernement a accepté, a encouragé. Et aujourd'hui, il est coincé. Et ça va dans tous les sens. Alain-Georges Bounia, nous n'allons pas revenir complètement sur le contenu de ce texte, mais peut-être pour briefer un peu nos téléspectateurs, il s'agit, nous avons dit, d'un mémorandum dans lequel des patriarches, et peut-être qu'il faut encore rechercher qui en est l'auteur, puisqu'on a Onabele Zibi, qui est présenté donc comme le signataire de ce texte, ne l'assume pas complètement, même si dans les interviews qu'il a données dans la presse cette semaine, il n'est pas très éloigné des idées qui sont diffusées dans ce document. Alors, dans le document, il y a des patriarches qui estiment qu'ils sont mis à l'écart de la gestion de la cité, qui n'ont pas ce qu'ils devraient avoir parce qu'ils ont participé à mettre le président de la République, qui est également le président du parti ADPC, où est-ce qu'il est? Alors, qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce mémorandum? Ou alors, qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Ce sont l'élan tribal que d'autres dénoncent. Est-ce que c'est le fait que des gens se disent que le pays c'est un gâteau national et que chacun devrait avoir sa part parce qu'il a participé d'une manière ou d'une autre au positionnement du président? Qu'est-ce qui vous retient votre attention dans le texte? Avant de revenir sur quelques morceaux choisis, que j'ai délibérément choisis, moi je vais tout d'abord dire que je ne sais pas ce qui choque. Je ne sais pas si ce qui choque, c'est parce que le mémorandum a été présenté par les patriarches du Fundi, ou bien ce qui choque, c'est le contenu de ce qu'il y a dans le mémorandum. Parce que pour vous, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas s'il y a un problème. Moi je dis, si vous remplacez Fundi par Cameroun, vous avez exactement les mêmes tares. Je commence par quelques morceaux choisis. S'adressant au président de la République, on dit vous êtes devenu d'abord absent, plus difficilement inaccessible. Je ne sais pas si c'est faux. Chaque Camerounais pourrait le dire au président de la République. Vous allez à la deuxième phrase. Bientôt nous serons sans repère, sans culture, sans village. C'est exactement vrai. Nous venons de parler du problème anglophone ici. Ça pose le problème du vivre ensemble dans notre société. Et on va plus loin, avant de revenir à Jean Côté, où on dit remplacer Fundi par le Cameroun. Le Fundi et les peuples du Grand Centre, donc remplacés par le Cameroun et les Camerounais, sont des parents pauvres de votre 35 ans de règne. Ces peuples réduits à la mendicité manquent de l'eau, de l'électricité, des grandes structures industrielles, des infrastructures routières. Vous voyez très bien que chacun se reconnaît là-dedans. Mais aujourd'hui, on fait comme si c'est un problème particulièrement lié aux gens du Fundi. Je pense que c'est un problème national. Et il ne faut pas nous distraire avec des questions comme celle-là. Nous pensons que nous devons réfléchir ensemble pour apporter des solutions concrètes aux problèmes qui nous réunissent. Et vous voyez très bien qu'on dit votre pouvoir est en train de devenir tribal et même familial. Je crois que Ateba de son vivant l'avait déjà dit. Ce pouvoir est en train de devenir tribal et familial. Ce qui me choque, c'est qu'on pense que Jean Côté, qui est le secrétaire général du RDPC, est en train de défendre les intérêts de sa tribu. Non, je pense que Jean Côté, si le président, le secrétaire général du RDPC, il est plutôt en train de défendre les intérêts de l'oligarchie, qui doit se renouveler en se perpétuant au pouvoir. Et je crois que ce mémorandum-là résume en lui-même les questions camerounaises d'aujourd'hui. Et pour vraiment parler de cette histoire, je crois que chaque Camerounais devrait se regarder dans la glace et se dire, est-ce que nous sommes concernés par ces questions-là? Et puis éviter que sur des questions nationales, que les gens y viennent avec des démarches purement tribales. Parce que ça peut, plutôt que de nous assembler, nous diviser. Pourtant, nous avons besoin d'être ensemble pour formuler et poser ces problèmes-là. Oui, Jean Essomba, justement, il empiète un peu sur ma question. Je voulais savoir s'il n'y a pas quand même quelques revendications légitimes dans ce mémorandum. S'il est vrai qu'on y trouve des élans de tribalisme et autres, il reste que ce n'est pas le premier mémorandum. Il y a ce mémorandum de la Damawa qui avait pratiquement des similitudes avec celui-ci, des revendications des gens qui disent qu'ils ne sont pas bien. Est-ce qu'on ne retrouve pas quand même dans ce mémorandum des revendications légitimes et qui pourraient prêter à réflexion? En gros, on part du constat que cette voie, par le mémorandum ou par les mémorandas,
devient la voie la plus légitime, ou du moins la voie la plus autorisée aujourd'hui, ce qui me semble la plus utilisée. Mais moi, je vais vous dire, je voudrais faire un commentaire sur deux variantes. D'abord, côté court de ce mémorandum, il faut reconnaître que côté court, il y a un véritable problème qui est posé, c'est-à-dire qu'en réalité, ce mémorandum soulève la question, n'est-ce pas, de la gouvernance qui pose un problème au Cameroun et la répartition des ressources de l'État qui est problématique. Voilà, d'abord sur le côté court, la question du mémorandum, parce que comme l'a dit si bien tout à l'heure le collègue, tout le monde se reconnaît à travers ces mémorandums. C'est-à-dire que la question de la répartition, comme je l'ai évoqué aujourd'hui, de la cession à des postes de responsabilité au Cameroun, pose un problème. On se rend compte que c'est la même ethnie, c'est la même région qui occupe des postes les plus importants. Vous voyez donc que ça interpelle l'âme de tous les Camerounais, parce que vous savez, pour accéder aux fonctions publiques de l'État dans un pays qui se respecte, il y a deux choses, il faudrait la vertu et le talent. Quand on parle de la vertu, c'est justement, ça relève sur le respect des institutions en place, et le talent, ce sont la compétence des uns et des autres qui devraient être des indicateurs fondamentaux pour accéder aux fonctions publiques de l'État. Maintenant, côté jardin de ce mémorandum, il faut reconnaître qu'il y a un souci de positionnement. Parce que, vous savez, nous sommes dans une république. Et si nous sommes dans une république, cela veut dire tout simplement que les problèmes de la république concernent tous les Camerounais. Parce que la république, c'est quoi? C'est cette forme de gouvernement dans laquelle la propriété de l'État appartient au peuple. Et si donc cette propriété de l'État appartient au peuple, il faudrait donc que les biens et les ressources de l'État soient distribués de manière égalitaire aux uns et aux autres. Or, comme vous l'évoquez, ce mémorandum venant du Fundi me semble mettre en œuvre un repli identitaire qui se structure sur la question tribale et qui, sur le plan du Cameroun aujourd'hui, pose un sérieux problème. D'où la constitution d'un État-nation qui voudrait qu'on dépasse les questions identitaires pour s'intéresser aux questions nationales qui intéressent tous les Camerounais, à mon avis. Maître Abin, votre réaction? Écoutez, j'ai un enfant chez moi. Et il se lève à 6 h du matin. Il vient me réveiller. Je refuse de me réveiller. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait casser une verre. Je suis obligé de réagir. C'est comme si nous ne sommes pas gouvernés. J'ai cette impression, avec toutes ces mémorandums, que les gens arrivent à faire passer leur message par des mémorandums. Parce que chaque jour, quand on installe une sous-préfet, il y a un discours. Il y a toute cette doléance. Personne ne réagit. Maintenant, on passe par un patriarche. Je ne sais pas ce que vous dites patriarche, mais c'est quand même quelque chose de très important dans une communauté. Et on passe par un patriarche pour faire passer le message. Et nous voilà en train de discuter. Donc c'est sale. J'ai l'impression que nos gouvernants, ceux qui nous gouvernent, ont failli à leur mission. Nous ne sommes pas écoutés. Les avocats, les Fundiennes, les Camerounais, parce qu'il a dit que... C'est vrai, ce qu'il a dit est vrai. Vous pouvez changer le mot Fundi par Cameroun, et c'est toujours exact. Il faut que les gens qui sont à Yaoundé, les gens à qui nous avons donné le mandat de nous gouverner fassent leur travail. Oui, je voudrais ajouter pour dire quand même une ou deux choses. D'abord, les éléments, oui, il y a des éléments intéressants dans ce mémorandum, mais il y a beaucoup d'éléments tribaux, j'insiste là-dessus, parce que la finalité c'est quoi? Si vous le lisez bien ce mémorandum, ils veulent des postes pour leurs fils aussi. Un peu comme ils voient les fils de la région natale de Paul Biya obtenir des postes importants dans le commandement civil et militaire, y compris dans sa belle famille. Ils le disent dans ce document. Qui ne vaut pas aussi ses postes pour ses fils? Pour leurs fils. À Bamenda, à Boya, à non, je dis la manière. Non, il y a le fond, il y a la forme. Il y a le fond, il y a la forme. Pourquoi je m'arrête là-dessus? Pour dire, non, dépassons cela, pour dire qu'en réalité, comme disait Célestin Monga, la seule tribu au Cameroun qui fait mal, qui encourage la malgouvernance, c'est la tribu du ventre.
Et la tribu du ventre se recrute dans toutes les tribus du Cameroun. Merci. Voilà. C'est-à-dire c'est une oligarchie, une minorité qui s'est accaparée le pouvoir contre le peuple. Très bien. Alors, Lucien Somba, il y a également une analyse politique, je vais le dire comme ça, une observation politique dans ce mémorandum-là, où l'on pense que c'est un signe que le RDPC se porte très mal également. Parce que ce sont des RDPCistes qui parlent dans ce mémorandum et qui, la réponse qui est venue de, je disais tout à l'heure, la réponse qui est venue de cet homme politique, Albert Zongan, qui a fait son compte mémorandum, il estime que à travers ce mémorandum, on voit très bien que les gens sont en train de chercher de se positionner ailleurs parce qu'ils sont en train de voir la fin d'un règne arriver. Comment est-ce que vous comprenez cette façon de voir les choses? Parce que là, il s'agit des RDPCistes qui ont soutenu le pouvoir pendant très longtemps et qui aujourd'hui, tout d'un coup, sont en train de revendiquer et menacent même de quitter le parti au pouvoir. Est-ce qu'on ne voit pas là des gens qui sont en train d'essayer de se repositionner parce que ça chauffe vraiment de l'intérieur? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'expression vivante d'un malaise. D'un malaise généralisé. Mais d'un malaise aussi au sein du parti, peut-être. Oui, je vais y revenir au sein du parti, mais comme je l'ai dit, côté court, c'est-à-dire que côté jardin, il y a des problèmes de fond liés au positionnement des uns et des autres. Parce qu'on sait que ça peut être aussi également, on tend vers la fin d'un régime, dit-on. Les gens veulent déjà des positionnements, soit utiliser des techniques de retrait pour dire que nous n'étions pas entièrement d'accord avec la politique menée par le pouvoir majoritaire qui est le RDPC, soit alors se dire que voilà un régime qui tend vers sa chute, autant mieux ne plus y faire partie. Or, la question que vous évoquez sur le parti me semble tout à fait pertinente dans le fond, parce qu'en réalité, vous savez, c'est le RDPC qui dirige, qui gouverne, parce que le chef de l'État est chef de ce parti. Donc cela veut dire qu'il répond des actes posés par le parti politique qu'il incarne si bien. Or, vous le constatez très bien, le pouvoir en place aujourd'hui tend à utiliser des mécanismes qui achoppent et qui interrogent le peuple au fond, parce qu'on se demande finalement, est-ce que le peuple se reconnaît à travers les institutions mises en place? On est tout à fait perdu parce que quand vous prenez aujourd'hui le Parlement, qui à partir peut-être de l'Assemblée nationale, qui incarne le peuple, et le Sénat qui incarne les collectivités territoriales décentralisées, on se demande si le peuple s'y reconnaît. Vous avez vu à partir de la question du code pénal, comment est-ce qu'un code pénal est passé comme un coup d'état dans l'eau, sans aucune, comment dire, sans qu'on ne puisse voir en cela une action de revitalisation du Parlement camerounais qui démontre que, écoutez, le peuple a dit non, essayons de prendre du temps pour essayer d'interroger les partis qui ne tiennent pas dans ce code, et c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, Albertine, la question que vous posez me semble pertinente. Je dis une seule chose, nos gouvernants doivent comprendre, d'ailleurs, le collègue l'a évoqué, quand on est au service de l'État, on doit être au service du peuple. Alain Bougnard, vous y voyez vous aussi des signes de fin de régime, de fin de règne, comme certains observateurs ont pu l'observer. Il s'agit là des personnes qui veulent quitter la barque un peu plus tôt en voyant que voilà, le naufrage n'est plus très loin, et on essaie de se positionner, de justifier peut-être ses positions d'après. Je pense que dans le texte, il y a un bout de phrase qui le dit, on paiera de notre fidélité aveugle à votre endroit, pour dire que, en principe, les rédacteurs même de ce mémorandum savent très bien qu'ils sont en train de se positionner par rapport à l'avenir. Mais en principe, il se pose ici le problème de gouvernance dans notre pays. C'est-à-dire que quand vous étudiez bien la question, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas avoir un pays où il n'y a pas de conseil ministériel, pratiquement pas du tout. Parce que ces questions-là, c'est lors de ces échanges-là qu'on devrait les poser sur la table et y apporter tout au moins un début de solution. Et ce qui est choquant, c'est que face à toutes ces sorties, il y a quand même un mutisme insultant de la part de nos gouvernants qui ne disent rien et laissent chacun imaginer ce qu'il veut. Chacun va dire ce qu'il veut sur la question et au finish, c'est la population qui est perdante. Parce qu'on ne discute pas essentiellement sur des questions importantes. C'est-à-dire qu'au bout, la semaine dernière, avant, peut-être il y a 6 mois, on a fait comme Tekel, après on revient sur autre chose, Et le quotidien du Camerounais, qu'est-ce qu'on fait pour apporter un changement au quotidien des Camerounais? L'école demeure mauvaise, la qualité de l'éducation n'est pas améliorée, dans les hôpitaux, les plateaux techniques ne sont pas relevés, et on passe le temps à discuter des choses qui ne nous font pas avancer. Je crois qu'à un moment donné, il faut que nous autres, les hommes du public, que nous soyons ceux qui donnent la grande direction à notre pays, que de subir le dictat communicationnel que nous imposent nos gouvernants. Parce que je pense que là, nous sommes victimes du dictat
communicationnel. Au sortir de cette salle, la semaine prochaine, on viendra ici parler de quelqu'un d'autre qui a produit un test. Et ce n'est pas bien pour nous. Vous voulez réagir? En anglais, on parle de storm in the teacup. À couche de souris. Voilà. La montée à couche de souris. There's a Bouteflika effect. Oui. Elle a posé la question, elle a fin de règne. Je dis non. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a le gouvernant que nous méritons. We have the governing class that we merit. We have the president that we merit and so on. If the president is still breathing in 2018, we will win the elections. Because we are not doing enough to make our society change. And you will have more than 70% of our votes. That's the truth. Bouteflika was in a wheelchair and he won. If Bouteflika can win, Biya is still walking. He'll win. I'm just saying that we cannot be, we are making all of this noise. We need to sit up. Our civil society, our bar, because people who are independent are able to not only speak, but act. It's important. We can make all of this noise and so on. These people don't bother about them. Zibi is looking for his stomach. Yes, absolutely. You know, that's what, if you look at it, he wants to eat. But just like him, there are many other people who are making noise just because they want to eat. Alors, comment est-ce que vous appréciez, Edmond Kamga, la réaction de M. Albert Zonga dans la presse concernant ce mémorandum? Alors, c'est une réaction qui, peut-être on est en train de faire ce que l'on reproche à l'autre d'avoir fait. C'est-à-dire que dans cette réaction, il y a beaucoup d'élan tribaliste aussi. Non, je ne réagirai pas dans ce sens-là. C'est une réponse à un texte qui a été rendu public. Lui aussi, il a pondu un papier pour donner son appréciation de ces revendications-là. Est-ce que vous pensez que ce texte, le premier, c'est-à-dire le mémorandum, était orienté vers les Bamileke, par exemple, tout simplement? L'une des orientations évoquait les Bamileke dans le document de Fundi, évoquait les Bamileke et donnait l'impression que parce que Kouété est secrétaire général du comité central, peut-être que cette position de pouvoir favoriser les Bamileke, et Albert Zonga démontre que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Albert Zonga démontre que la plupart des élites de l'Ouest qui sont dans le RDPC, ce sont ceux qui donnent leur argent au parti. C'est-à-dire ce sont ceux qui ils épuisent leurs épargnes pour le parti. Ils n'ont rien en retour en réalité. Sinon, l'honneur de savoir qu'on fait quelque chose, mais qui ne gagne rien matériellement. Non, il essaie de montrer qu'il ne gagne rien matériellement. On ne gagne rien en donnant. Non, je dis matériellement. Ils donnent de leur argent, ils dépensent de leur argent. Ont-ils des postes importants? Ont-ils des postes importants? Parce que l'une des revendications fondamentales du document de Fundi, c'est des postes, s'accaparer, obtenir des postes. Est-ce que les Bamileke ont des postes importants dans ce pays? C'est l'une des questions qui ressort de la réaction d'Albert Zonga. À la place d'un Bamileke, le poste ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Il faut juste dire que je ne paye pas les impôts. Par exemple. Il faut juste effacer une partie de mes impôts. Par exemple. Non, vous venez de me faire un homme riche. Non. C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle. Quand vous donnez à une partie, ce n'est pas pour rien. Maître, ne pense pas que c'est. Maître, rien n'est. On n'agit pas. Il y a pas. Rien n'est neutre. Hein. Voilà. Il y a toujours quelque chose qu'on recherche. Même le silence est une manière de communiquer. C'est pour vous dire quoi? J'ai parlé tout à l'heure de fumisterie. Il dit que ces mémorandas-là, on n'aurait jamais dû résoudre les problèmes du Cameroun par les mémorandas. Parce qu'il y a des institutions, il y a des responsables. Tout à l'heure, Luzon parlait des sénateurs, des députés. Il y a des institutions qui devraient fonctionner normalement. Parce que si ces institutions ou ceux qui les représentent travaillaient normalement, ces documents-là, on ne les verrait pas. Ce ne serait pas la forme de communication la plus utilisée. Alors pour sortir Luzon et Somba, il y a même l'auteur de ce contre-mémorandum qui dit qu'il a côtoyé le président et que c'est une personne qui ne cède pas du tout aux ultimatums. On parlait tout à l'heure de ce silence audacieux des institutions, des gouvernants. Comment comprendre finalement qu'on a des mémorandas si vous voulez, qui sont récurrents, des gens qui se plaignent. Et puis on a des gens qui sont flegmatiques, qui n'ont rien à dire. Et ça fait... On a l'impression vraiment que... finalement, on n'en a rien à faire de ce peuple qui crie et qui pleure comme il peut.
Qu'est-ce que vous en pensez? Je connais quelqu'un qui a reconnu en le silence du président de la République un dynamisme communicationnel. Ah bon? Ça peut faire l'objet d'un colloque aussi. Hein? Non, il y a même une thèse. Il y a un confrère qui a fait une thèse de doctorat sur le silence présidentiel. Non, Albertine, le problème de fond, il faut le dire de manière claire et simple au Camerounais, c'est simplement que le peuple, et je viens de le dire, ne se reconnaît plus à travers ces institutions. Je crois que le passage institutionnel qui est normal dans un État de droit, dans une république, c'est la voie parlementaire. Ce n'est pas pour rien que nous choisissons nos parlementaires qui parlent en nos noms. C'est la raison pour laquelle il y a les parlementaires ont un budget, ont des projets qu'on leur reconnaît, qui ont des indemnités qu'on leur donne pour pouvoir entrer en connexion directe avec la population, pour donc prendre en compte les problèmes réels qui minent la société, une population. Cela veut dire donc que si les populations du centre, du nord, savaient qu'ils ont des représentants au sein du Parlement, c'est à ces représentants qu'ils auraient pu conférer leurs revendications, qui passeraient donc soit par la voie individuelle d'un sénateur ou d'un député, soit par la voie collective. Et par là, la voie institutionnelle profiterait à tous les Camerounais. Or, dès que ça se fait au sein d'un repli identitaire, ça pose la question tribale. Et comme je l'ai dit, on entre dans l'État que par son talent et par sa vertu. Alors, les revendications, il y en a eu cette semaine et on en parle encore d'une autre. Cette fois, c'est dans le domaine sanitaire. Je le disais, l'actualité dans nos hôpitaux peu reluisante n'en finit pas de faire la une des journaux depuis des mois. Et en ce début de semaine, c'était autour des patients hémodialysés de l'hôpital général de Yaoundé. Ils sont sortis pour dire leur ras-le-bol parce qu'ils n'ont pas accès aux soins comme prévu, notamment la dialyse, qui ne s'effectue plus comme il se doit dans cet hôpital-là. Et pour cause, les machines, les appareils pour le faire sont en panne. De 20 appareils, on est passé à 7 appareils. 20 appareils prévus pour 100 patients. On a plus de 200 patients et 7 appareils aujourd'hui. Alors, Edmond Kamga, encore une actualité qui désole dans le domaine sanitaire. C'est-à-dire on pourrait dire, vraiment, on commence à dire, ouf, comment est-ce qu'on peut encore comprendre cet autre épisode? Parfois, à quelque chose, malheur est bon. Si vous voyez le contexte dans lequel les dialysés ont décidé de se réveiller et de défendre leurs droits, c'est hallucinant. C'est-à-dire, c'est le contexte dans lequel un grand footballeur camerounais a un AVC et puis il y a, n'est-ce pas, une ambulance, un avion médicalisé qui vient le chercher. Et puis soudain, d'autres Camerounais se disent, mais nous aussi on a des problèmes. C'est ça qui réveille les autres, et notamment les dialysés. Ils décident de revendiquer leurs droits, qu'il n'y a pas assez de matériel pour s'occuper d'eux. Si dans chaque domaine, les Camerounais qui sont victimes d'injustice, parce que ça c'est ce qu'on appelle l'injustice sociale, pouvaient se réveiller et dire non, je pense que ce pays, au moins au niveau de la conscience nationale et populaire, changera un peu. Il faut se réveiller et dire non, quand ça ne va pas. C'est parce que pendant longtemps, les gens sont restés timorés et comme sous hypnose, qu'on a l'impression que les Camerounais sont incapables de dire non. Donc, c'est un message fort. Je dis, j'encourage les dialysés à revendiquer leurs droits. Comme j'encourage également tous les patients, y compris ceux dans différents domaines, qui se rendent compte qu'ils sont victimes d'injustice. Il faut réclamer son droit, parce que la Constitution nous a donné cette égalité de droits. Le droit à la vie, le droit à la santé, le droit au travail, le droit à la manifester. Il faut réagir en appliquant tout simplement ce qui est prévu dans la Constitution, parce que on nous dit en face, je vais dire, l'État dit toujours, le Cameroun est un État de droit. C'est-à-dire, il faut le droit à la résistance à l'oppression. Ce qui est choquant dans tout ce qui se passe, j'ai eu, quand il y avait une revue de presse, il y a des montants faramineux alloués à toutes ces machines pour maintenir ces machines en fonction. Listen, to me, it's really disgraceful that you have health equipment. 300 millions for Douala, 300 millions for Yaoundé, hôpital central. 1,5 milliard, c'est pas des millions. Okay, 1.5 billion. And we get a system where all of the machines become bad at the same time. There's something wrong. And in a correct country, the Minister of Health will go to prison or will resign. Because that's it. I don't know how many patients with renal malfunction exist in Cameroon. But if you don't maintain this equipment, you are killing them. There's no other way to look at
that is killing these patients. Absolutely. And the Minister of Justice or the Procureur General should get into this and find out what was done with the money, what has been done with all the funds that the Ministry of Finance gives for the maintenance of this equipment. That's important. La situation est d'autant plus, il faut vous arrêter la parole, on reviendra, d'autant plus grave qu'on a suivi des témoignages Alain-Georges Bougnat dans la presse et même dans les médias audiovisuels où des gens disaient qu'il n'y a pas de pèse-personne, il n'y a pas d'alcool, c'est quand même le basique. Dans des hôpitaux dits de référence. C'est le basique. On peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce que c'est un laxisme? Est-ce que subitement il y a un esprit qui passe au Cameroun? Et on peut aller partout parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un hôpital comme l'hôpital, qu'il n'y ait pas de pèse-personne, c'est quand même hallucinant. En fait, quand on parle de la dialyse, moi je revis à peu près l'une de mes dernières conversations avec le professeur Fernando d'Almeida, père son âme d'ailleurs. Quand il était sous dialyse ici à l'hôpital général, un jour je lui ai rendu visite et il m'a dit qui c'est qui va mourir. Parce que chaque fois qu'il va à l'hôpital général, 6 sont 5, il y a au moins un qui s'en va. Et il avait décidé donc de faire un roman autour de la question de la mort, comment vivre tout en sachant qu'on va mourir. C'est vrai que même nous qui sommes apparemment en bonne santé, nous allons mourir. Pour dire que quand on parle des dialysés, c'est comme si on parlait des personnes exceptionnelles. Même, j'ai dit que dans ce pays, on ne tient pas les chiffres. Seulement les accidents de circulation, là, on ne sait pas combien meurent là, par an. Les morts du sud de paludisme, on ne sait pas combien ils sont. C'est-à-dire que des morts autour des questions primitives, on ne sait pas. Or, nous sommes sortis des OMD, des objectifs millénaires pour le développement en 2015. Et nous sommes rentrés aujourd'hui dans les ODD pour 15 futures années. Or, dans les OMD, il y avait 3 objectifs qui concernaient les questions de santé. Qui n'ont pas été atteints. Qui n'ont pas été atteints. Et on ne sait même pas évaluer. Or, pour les ODD, il y a un point qui dit bonne santé et bien-être. Donc, aujourd'hui, on devrait mettre toutes les structures en place pour que chaque Camerounais aspire au moins à avoir une bonne santé et vive dans le bien-être. Or, vous voyez très bien que nous, on vit dans une sorte de gouvernance par incantation. Moi, j'ai l'habitude de dire que où je suis né en Mbanga, ça s'appelle dispensaire de Mbanga. On a décidé un jour que ça s'appelle hôpital de Mbanga. Je ne sais en fonction de quoi. On a décidé qu'un centre de santé s'appelle hôpital. Moi, vraiment, et ça pose des questions, des problèmes énormes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir de cette situation? Est-ce qu'il faut finalement dire à ceux qui nous gouvernent que vous avez essayé, laissez les autres essayer? Pour moi, je pense que c'est la solution. Il faut dire à ceux qui nous gouvernent que vous avez essayé. Vous n'êtes pas les seuls Camerounais. Peut-être vous avez donné tout ce que vous pouviez donner. Laissez les autres aussi essayer et puis on va voir où ça va nous conduire. Il n'y a pas de personne indispensable sur cette terre. En attendant qu'on en arrive là, il faut peut-être essayer de trouver les solutions pour que les dialysés, tout au moins qui sont encore à l'hôpital, en sortent. Mais est-ce que vous trouvez la sortie, comment est-ce que vous trouvez la sortie du directeur de cet hôpital-là qui explique que lui, à son niveau, qu'ils avaient un certain nombre d'appareils pour un certain nombre de patients et que les patients, ils arrivent maintenant en grand nombre et les appareils sont surutilisés et voilà pourquoi ils tombent en panne. Est-ce que vous pensez que c'est des arguments qui peuvent tenir quand même? On a beaucoup de patients, on n'a pas assez d'appareils, peut-être, je ne sais pas. Albertine, c'est un argument que je qualifierais de spécieux et de fallacieux. Vous savez, on venait de dire tout à l'heure, on venait de nous indiquer le montant qui est alloué à toutes ces structures pour justement... Il faut peut-être quand même reconnaître qu'avec la dialyse, on est passé de 115 000 à 5 000. 5 000 francs, c'est facilement. Donc l'État quand même subventionne quand même ces soins-là. Vous voyez, Albertine, c'est aujourd'hui une maladie récurrente et qui attrape, je crois que qui s'inscrit désormais dans la question de santé, des questions de santé publique les plus prisées. On a plus de cas aujourd'hui de dialyse que nous constatons. Alors moi, je vais dire simplement une chose, Albertine, c'est que ça nous permet aujourd'hui de comprendre toute la dichotomie qu'il y a entre le discours politique et la réalité des faits. Il y a pratiquement 2 mois, j'ai écouté le ministre en charge de la Santé qui disait « Nous avons au Cameroun des hôpitaux de référence. Ouais. » Je vais dire en français administratif, des établissements publics hospitaliers de référence. Ouais. Mais moi je dis, quand un cas comme celui, les revendications des hémodialysés et le cas de Rigobert Sambara arrive, ça permet donc de nous rendre compte en fait que le discours politique vise simplement à pacifier les tensions, à les apaiser, mais que la réalité, donc ça devient les discours creux, pompeux. Or, la réalité nous rattrape une véritable image. Vous avez vu aujourd'hui, regardez la question du Rigobert Sambara. On va le dire aux Camerounais aujourd'hui,
toute la procédure. D'abord, vous voyez, il faut compter sur la mansuétude du président de la République. Il faut faire intervenir un comité au sein du ministère de la Santé. Il faut prendre attache avec l'hôpital d'accueil qui vous envoie une proforma. Et puis, ça revient à l'hôpital qui a pris en charge le patient, comme on l'a vu avec la magistrat du docteur Bitan. Albertine, c'est toute une procédure longue et inutile. Et si vous voyez le montant d'évacuation de Rigobert Sambang, ça achète pratiquement 100 machines de dialyse au Cameroun. Ça, il faut le dire aux Camerounais. Alors, comment ne peut-on pas acheter les machines et attendre que dès que nous sommes en présence d'une difficulté comme telle, on puisse voir maintenant dans quelle possibilité évacuer un malade et qui, ma foi, ne bénéficie pas à tous les Camerounais. Vous, aujourd'hui, moi, j'imagine, est-ce que si moi je tombe là, j'ai la chance de Rigobert Sambang, pourtant je forme 10 millions d'étudiants chaque année au Cameroun. Aucune chance, ça c'est clair. Aucune chance. Donc ça veut dire que ça pose encore un problème d'injustice sociale. On a l'impression que les Camerounais, tous sont sur 2 poids, 2 mesures, et ce qui ne marche donc pas. D'où les revendications que nous avons, qui nous viennent tout azimut, dont le problème est profond. Vous savez, quand on classe dans la hiérarchie, on dit à les enseignants, il y a les médecins, il y a les avocats, il y a les agriculteurs. Donc dans un État, quand cette hiérarchie se repend en revendication, ce que l'État a ailleurs. Il y a aussi que dans ce domaine de la santé, je le disais, c'est un domaine qui aujourd'hui va très mal d'après l'actualité que nous avons dans la presse. Il y a eu ces problèmes de contamination, on en a parlé dans la presse, des contaminations de sang dans certains hôpitaux. Il y a le plateau technique, il y a ces affaires d'évacuation. Il y a aujourd'hui les hémodialysés parce qu'il n'y a pas qu'à Yaoundé qui a eu cette grève, il y a eu Bamenda également. Il y a une grève et peut-être qu'on en reparlera encore la semaine prochaine puisqu'ils avaient donné jusqu'à vendredi pour avoir une solution et d'après les informations que nous avons, il n'y a pas encore de solution. Alors, est-ce que c'est des priorités qui ne sont pas bien définies dans ce ministère, dans ce département ministériel? Il faut peut-être préciser que nous avons fait la démarche ici pour essayer d'avoir un représentant du ministère de la Santé. Nous n'avons pas pu en avoir malheureusement. Est-ce que c'est une question de priorité? Est-ce que, comme pour le cas du Cameroun, ce ministre est aujourd'hui un peu dépassé par la situation? I will start by asking that. I will let somebody, and that's the problem in Cameroon. We have a ruling class that do not care for the rest of the people. Ouais. On a une classe dirigeante qui s'en fout des autres. Oui, c'est l'attribut du ventre. That's the problem, because there is a budget for maintenance. There is a budget for our hospitals. Yes. Everything is in place. So where is the problem? The problem is that someone doesn't care. And the money, usually in such cases where you find out that money is in somebody's pocket. If you find out, c'est déjà alloué, c'est déjà déboursé. Oui. Donc décaissé, oui. C'est déjà décaissé. That's the problem with Cameroon. And you will see sometimes there's this problem. And when he goes to the presidency, j'avais déjà décaissé certain montant. No. To answer your question, we also have to sit up. Because just as the university professor said, there are so many things that are going wrong in the society. But we cannot just make only noise. We have to make the people answerable. We have to. If we do not do it, then we are also assisting. Yes, part of it is this discussion we are having, but we have to go for that. Oui, mais je voulais dire que le problème du Cameroun est simple. C'est parce que nos dirigeants sont pratiquement des mercenaires. Ouais, ils ne se soucient pas de la question éducative parce que tous leurs enfants sont à l'étranger. Ils ne se soucient pas de la qualité du plateau technique dans nos hôpitaux parce qu'au moindre céphalée, ils prennent l'avion. Donc, par conséquent, tout ce qui se passe sur notre terre, ils ont considéré le Cameroun comme un champ. Ils viennent ici chercher les fruits de la récolte et puis ils partent s'amuser ailleurs. Je pense que c'est le problème de ce pays. Une fois qu'on a pris la décision que nous allons tous envoyer nos enfants à l'école ici, nous allons tous nous soigner dans nos hôpitaux, vous allez voir que les choses iront. Pour sortir, Edmond Kamgia, il y a aussi peut-être ce problème de communication. C'est vrai, on a vu le ministre de la Santé faire des sorties, il est passé dans cet hôpital-là, mais on ne voit pas des gens expliquer clairement ce qui se passe. S'asseoir et dire aux Camerounais, voilà la situation, on sera attendu à ce qu'on fasse des petits bilans, qu'on nous explique où est parti l'argent, mais vraiment, rien du tout dans ce côté-là. Il y a encore un problème de communication, de parler aux citoyens, ça devrait également être une priorité. Le problème communicationnel est une maladie au sein du gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement communique mal. Quand il communique mal. Et généralement, il ne communique pas. Il ne communique surtout pas au moment opportun.
Mais en réalité, concernant le ministre de la Santé, je crois qu'il est totalement dépassé. Il est dépassé depuis l'affaire Monique Oumatekel. Parce que les problèmes ne font que s'amonceler. C'est-à-dire que chaque fois, il y a de nouveaux problèmes. Quand ce ne sont pas des problèmes publics concernant la santé, ce sont même des problèmes personnels. Il est cambriolé chez lui, des centaines de millions qui disparaissent. Mais voyez-vous, on est dans un pays où des ministres gardent des centaines de millions dans leur maison. Et vous trouvez ça normal? Et la CONAP ne dit rien. Non, ce n'est pas possible. C'est pour dire en réalité que c'est une grosse interpellation pour ceux qui nous gouvernent, de ne pas continuer à mépriser le peuple. Il vient un temps, il vient un temps. C'est-à-dire, il y a un temps pour chaque chose. Ça, c'est écrit dans l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour chaque chose. Que ceux qui nous dirigent ne pensent pas que le peuple, il somnole, il dort, on peut le matraquer, on peut l'écraser, faire tout ce que l'on veut. Chacun va jouer son rôle. Le gouvernement rend compte en principe aux citoyens à travers ces institutions. Mais le peuple également, les partis politiques, la société civile, ils ont leur rôle à jouer. Et on le sait officiellement. En tout cas, le changement de régime, ça passe par les urnes, les élections. Et c'est la raison pour laquelle j'interpelle les partis politiques et la société civile ici de poursuivre le combat pour un code électoral consensuel juste. Parce qu'on ne peut pas prétendre changer les choses sans passer par des élections, dans un état de droit, dans une démocratie. Et pour cela, il faut un code électoral juste et consensuel. C'est l'une des batailles qu'il faut mener. Et visiblement, je me rends compte que les partis politiques ne sont pas... Ils sont démissionnés. Ils ne sont pas présents. Là où on les attend, ils ne sont pas présents. Ils sont démissionnés. Il y a également un besoin d'éducation populaire. Il faut éduquer le peuple, notamment ceux-là qui ont abandonné les élections, c'est-à-dire ceux qui ne s'inscrivent pas sur les listes électorales. Parce qu'aujourd'hui, quand Elekam dit qu'ils ont 500 000 nouveaux électeurs, c'est une honte, c'est une insulte. Ce n'est pas possible d'avoir seulement en 6 mois 500 000 nouveaux électeurs. On devrait à ce jour avoir pas seulement 6 millions d'électeurs, mais au moins 10 millions d'électeurs. Et ça peut se faire si les partis politiques, en particulier, accompagnés par la société civile, essayent de faire du porte-à-porte pour expliquer aux enfants qui viennent d'avoir 20 ans, voici pourquoi vous devez vous inscrire sur les listes électorales. Alors, en fait, moi je voulais dire quelque chose à Edmond pour dire que les partis politiques n'ont pas démissionné, comme le dit Maître. Les partis politiques n'ont pas démissionné. En réalité, il faut dire que quand vous lisez la sortie d'Albert Zonga, ça résume la difficulté des partis politiques. La population est prise en otage par quelques oligarques là qui accompagnent le régime dans sa déchéance, d'un. Et de deux, la deuxième chose qu'il faut dire, les populations ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, pas parce qu'elles ne veulent pas voter, mais parce que ces populations ne croient plus franchement aux élections. Et je crois qu'il est aussi temps que dans ce pays, les gens posent la question de quelle logique devons-nous adopter pour une véritable alternance? Est-ce que la logique institutionnelle est la seule voie envisagée ou il faut aussi penser à la logique insurrectionnelle? Je crois que... Vous ne vous rendez pas compte, c'est votre nom. C'est mon nom. Oui. Vous ne vous rendez pas compte que tout le Cameroun, le dimanche, vous regarde. Et d'autres chaînes. Regarde les débats. Vous savez pourquoi? Parce que les partis politiques ont démissionné. Ça, c'est deux. Non, pas démissionné. Non, attends, j'ai fini. Deux. C'est clair que les journalistes, comme vous, ont remplacé ces partis politiques. Pour sortir la présentation, c'est la dernière. Je dois dire tout simplement que, peut-être pas disparu, mais les partis politiques d'opposition sont éreintés. Ils sont physiquement éreintés, même intellectuellement. Parce qu'ils peuvent. Alors la solution, ça viendra d'où? Du peuple, des journalistes, des revendications, des mémorandums et tout ça. Nous avons vu la révolution au Burkina Faso, c'est possible aussi, c'est une voie. Alors peut-être très démocratique aussi, parce qu'il faut le dire. Ah oui. Alors moi je voudrais dire une seule chose à Bertine. Je crois que si le Cameroun est une personne physique, clinique, malade, on va dire que le Cameroun est totalement malade. Malade justement parce que tous les secteurs de notre pays souffrent. C'est-à-dire que vous avez vu des cris à la santé, des cris par-ci, de la grippe aviaire de l'autre côté, qui est mal géré, le problème de communication qu'on évoquait. Moi, je me dis une seule chose, que tous ceux qui ont été nommés pour servir les Camerounais travaillent pour le compte et pour le nom du peuple camerounais. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci à vous, Maître Roland Abin, d'être venu. Merci à vous, Alain-Georges Bougna, Edmond Kamga. Merci à vous et merci à vous, Lisan Issomba, d'avoir accepté d'être avec nous. Merci à l'équipe technique de nous accompagner ce dimanche et à vous, chers téléspectateurs, qui avez souhaité passer ici à 1h30 en compagnie de notre programme. Retrouvons-nous dimanche prochain. Bon dimanche à tous.